Dans cette vidéo, nous allons parler de quelques conseils afin de voir comment éliminer la graisse abdominale. Je sais que c'est un problème auquel beaucoup de personnes sont souvent confrontées et parfois on dit tout, on dit son contraire et autres. Donc je vais essayer de parler de 10 choses, 10 conseils à faire, 10 choses qu'on peut mettre en place pour la graisse abdominale. La première chose à savoir, c'est qu'il faut savoir que l'accumulation de graisse abdominale et de graisse sous-cutanée s'appelle l'obésité. Donc il s'agit d'une maladie qui est caractérisée par une accumulation de graisse. Et cette prise de poids est un phénomène très complexe avec plusieurs facteurs selon les individus. On peut avoir l'alimentation, la sédentarité, on peut surtout avoir la génétique par exemple. Et c'est la génétique qui a fait en sorte même qu'on qualifie la prise de poids ou l'obésité de maladie. Parce qu'en fait, il y a des gens qui prennent du poids plus facilement que d'autres. Et on a le stress avec bien d'autres facteurs. Alors, selon la répartition des graisses, on a deux types d'obésité. On peut distinguer l'obésité androïde, où on a une, comme vous voyez sur l'image, une accumulation de graisse au niveau du ventre. Et l'obésité gynoïde, où on a une accumulation de graisse au niveau des fesses et au niveau des cuisses. Donc, il faut savoir que l'obésité androïde, qui est la forme la plus grave parce que c'est elle qui est plus susceptible d'entraîner des complications, est plus présente chez les hommes. Et moins présente chez les femmes, surtout les femmes en âge de procréer, c'est-à-dire de la puberté à la ménopause. Et là, c'est un problème hormonal parce que c'est la testostérone libérée par l'organisme des hommes, c'est la testostérone en fait qui va induire le stockage des graisses au niveau du ventre chez les hommes. Et ici chez les femmes, c'est les œstrogènes qui vont induire le stockage des graisses au niveau des fesses et au niveau des cuisses. Généralement, c'est après la ménopause que les femmes vont commencer à stocker au niveau des fesses et au niveau des cuisses. Donc, nous allons dans le vif. Première chose pour réduire la graisse abdominale, c'est de réduire la consommation d'aliments sucrés, c'est-à-dire de sucre et de sucreries. Ici, je parle des aliments tels que les glaces, les pâtisseries, les bonbons et les chips. Donc, c'est des aliments sucrés qu'on consomme le plus. Il faut savoir qu'un abus de ces aliments est la cause majeure de prise de poids chez de nombreuses personnes parce que ces aliments vont induire en fait le stockage des graisses au niveau abdominal en stimulant chaque fois qu'on les consomme une sécrétion importante d'une hormone qu'on appelle l'insuline. Il faut savoir que l'insuline, c'est une hormone qui normalement a pour but de réguler la glycémie, ça veut dire de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Mais lorsque l'insuline est libérée en très grande quantité, ça peut induire un stockage des graisses au niveau abdominal. Donc surtout quand le taux est trop élevé. Et les aliments qui stimulent une libération importante de l'insuline, ce sont les aliments qui sont... De plus, dans le même ordre d'idée, il faut également se méfier des boissons gazeuses et des jus de fruits. Même les jus de fruits faits maison. Pourquoi? Parce que ces aliments contiennent un sucre particulier qu'on appelle le fructose libre. Et le fructose, lorsqu'il est sous forme libre comme ça dans ces aliments, est associé au développement de nombreuses maladies telles que les maladies du foie, les maladies du pancréas, les maladies cardiovasculaires ainsi que le diabète de type 2 et par ricochet la prise de poids dont nous sommes en train de parler. La deuxième chose qu'il faut mettre en place pour réduire la graisse abdominale, c'est de réduire la consommation de glucides en général. La réduction de la consommation de glucides est une mesure très efficace, c'est même la clé ici pour la perte de poids. En effet, lorsqu'on réduit la consommation de glucides, on oblige entre guillemets le corps à utiliser les graisses qu'il a stockées comme source d'énergie au lieu des glucides qu'on consomme habituellement. Ici, il ne s'agira pas de supprimer mais de contrôler plutôt les quantités de glucides qu'on consomme. Il y a plusieurs études scientifiques qui ont été faites sur le sujet et qui ont démontré qu'une alimentation à moins de 100 grammes de glucides par jour permet de perdre la graisse du ventre chez de nombreuses. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit de faire concrètement? Déjà, avoir à chaque repas des fruits, des légumes et des fruits. Des légumes, il y en a plusieurs comme vous voyez sur l'image là. Tomates, concombres, poireaux, tomates, aubergines, courgettes, carottes, il y en a plusieurs, même pour les fruits, le gombo également au niveau des légumes. Consommer régulièrement des légumineuses. Les légumineuses, c'est des aliments du genre les haricots, que ce soit le rouge, le noir ou le blanc, les petits pois pour ceux qui ont les moyens. Consommer, limiter un peu la consommation de féculents, que ce soit le riz, le pain, les pommes de terre, l'igname, le plantain, le macabo et le manioc. Donc ici au niveau de ces aliments là, on va réduire
on va réduire ou essayer de contrôler vraiment les quantités. Donc vous avez un exemple ici. Là, ici vous avez deux services du riz sauce arachide, qui est un repas très prisé par les Camerounais. Voilà, par la population camerounaise. Vous avez le premier service, c'est le service qu'on a habituellement, où on va prendre le riz, on va napper avec la sauce. Dans ce genre de service, il va être déconseillé parce que ici, on ne contrôle pas exactement la quantité de riz qu'on consomme et par là la quantité de glucides qui est assez importante. Vous voyez vous-même la quantité de riz qu'il y a là et la sauce dessus. Alors que le deuxième service, par contre, là on a un peu de riz, vous voyez la portion de riz qui est bien dessinée et vous avez la sauce qui est servie à côté avec les légumes. Là c'est une variante du riz sauce, de la sauce d'arachide qu'on appelle le mafé, qui est très consommé en Afrique de l'Ouest, au Mali. Et à l'intérieur on a des carottes, on a des choux, c'est très bon. Et voilà, en plus en mettant des légumes, les légumes vont contribuer non seulement à la satiété, ils vont permettre de stabiliser la glycémie et également favoriser la perte de poids sur le long terme. Donc vous comprenez qu'il ne s'agit pas de se priver puisqu'on peut consommer tous les repas comme c'est expliqué là. Donc vous voyez que le deuxième service va permettre de contrôler l'apport en glucides, de baisser la sécrétion d'insuline après avoir mangé et favoriser la perte de poids sur le long terme. La troisième chose à faire, c'est d'éviter la consommation des aliments contenant des acides gras trans. Les acides gras trans sont des mauvaises graisses qui se forment dans des procédés industriels où on va ajouter de l'hydrogène à des huiles végétales polyinsaturées. Donc on va prendre des huiles végétales polyinsaturées et on va y ajouter de l'hydrogène. De plus, il a été démontré que ces graisses trans là, ces acides gras trans là, favorisent l'augmentation du cholestérol LDL, qui est le mauvais cholestérol, et abaisse le taux de cholestérol HDL, qui est le bon cholestérol, ce qui augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Généralement, sur les aliments qui contiennent les acides gras trans, c'est des aliments industriels où vous allez voir les mentions. Quand vous lisez la liste des ingrédients, vous voyez graisse hydrogénée ou bien graisse partiellement hydrogénée. Donc, il s'agit par exemple des aliments panés ou frits industriels. Il s'agit du hamburger. Il s'agira de la viennoiserie, les croissants, les pains choco, de la pâtisserie, du shawarma, de la pizza et des margarines. Donc, c'est des aliments qu'il faut mettre de côté lorsqu'on souhaite perdre la graisse du ventre. Également, on va éviter la consommation d'aliments riches en oméga 6 transformés. Les graisses oméga 6 transformées consommées de façon importante vont entraîner la libération de molécules dans les cellules qu'on appelle les eicosanoïdes inflammatoires tels que les prostaglandines, les prostacyclines, qui vont plonger l'organisme dans ce qu'on appelle une inflammation, un état d'inflammation chronique. De plus, un déséquilibre du rapport oméga 3 sur oméga 6, c'est-à-dire que quand la consommation d'oméga 6 devient très importante par rapport à la consommation d'oméga 3, va davantage favoriser cette inflammation chronique là. L'inflammation chronique va favoriser non seulement la prise de poids, mais aussi de nombreuses maladies comme les maladies cardiovasculaires. Et on va donc recommander de limiter la consommation d'aliments riches en oméga 6 transformés. Ces aliments-là, il s'agit principalement des aliments frits. Évidemment, les aliments frits à partir des huiles industrielles, un peu comme l'huile de tournesol. Là, c'est pas une bonne huile pour faire des fritures régulièrement. L'huile de tournesol, l'huile de maïs, on va diminuer la consommation. Les fritures, les chips industriels également, puisque les chips industriels sont généralement faits à partir de l'huile de tournesol, qui est très concentrée en oméga 6, surtout quand elle est raffinée comme sur l'image là. Et on retrouve ces oméga 6 transformés également dans la viande des animaux qui ont été nourris au maïs et au soja. Donc vraiment l'élevage intempestif des poulets, par exemple, qu'on fait actuellement, c'est pas très bon. Moi je vois souvent des gens qui reforment leur poulet, ça veut dire qu'ils achètent leur poulet au marché et au lieu de cuisiner directement, on va d'abord reformer le poulet. C'est une très bonne habitude, ça permet d'éliminer ces oméga 6 transformés qu'il y avait dans la viande là, et d'avoir une viande de meilleure qualité. De même que les poulets, pour ceux qui peuvent souffrir, les poulets du village par exemple, ce serait bien. Et les poulets qui ont picoré naturellement un peu partout dans la nature n'ont pas ce problème là. Maintenant, ce qu'il faut faire en cinquième point, c'est augmenter la consommation de graisses saines. Parmi les graisses saines, ce sont des graisses qui vont limiter en fait la production dans les cellules de ces eicosanoïdes inflammatoires dont on a parlé tout à l'heure. Il s'agit principalement des graisses monoinsaturées qu'on va retrouver dans l'avocat, dans les prunes, les safous, dans l'arachide, dans le pistache. Il y en a beaucoup à l'intérieur. Et pour ceux qui ont les moyens, vous pouvez faire votre cuisine à l'huile d'olive. L'huile d'olive est très riche en graisses monoinsaturées anti-inflammatoires. On va également privilégier la consommation de graisses oméga 3 qu'on a essentiellement dans les poissons gras.
les poissons gras que nous consommons le plus ici au Cameroun, il y a le maquereau, il y a le thon, il y a la sardine. Il faut vraiment faire attention au mode de cuisson. Parce que si vous prenez un poisson comme le maquereau, on fait frire jusqu'à ce que ça sèche là. On détruit tous les oméga 3 à l'intérieur. Mais il faut privilégier des modes de cuisson comme la cuisson à la vapeur, le poisson haché. Le poisson braisé également, c'est bon. Mais pour le poisson braisé, c'est mieux de demander par exemple à la personne qui cuisine de ne pas sécher le poisson, mais de faire le poisson saignant, comme on le dit souvent ici. Et d'accompagner le poisson là avec une marinade. Si dans la marinade par exemple on peut mettre le gingembre, c'est très bien, puisque le gingembre permet également de réduire l'inflammation dans l'organisme. Donc par exemple, on retrouve également les oméga 3 dans de nombreuses graines oléagineuses comme les noix du village là, les noisettes du village là, sont des aliments qui sont très riches en graisse oméga 3. L'autre chose qu'il faut faire, c'est augmenter la consommation de protéines. Les protéines sont indispensables pour la perte de poids parce qu'elles permettent d'entretenir la masse musculaire, d'augmenter le métabolisme global de l'organisme et de favoriser la satiété. De plus, même les hormones qui régulent l'appétit, comme l'hormone qu'on appelle la leptine, est synthétisée essentiellement à partir des protéines. Donc il faut s'assurer d'avoir à chaque repas une bonne source de protéines. Ça peut être la viande, les œufs, ça peut être du poisson, ça peut être des protéines végétales comme le pistache, les haricots. La poudre de cacao également est très riche en protéines. Dans les fruits de mer comme les crevettes, les crabes, les gambas, le poisson fumé également, que ce soit le poisson frais ou le poisson fumé, la volaille. Donc voilà quelques aliments très riches en protéines qu'on peut inclure dans son alimentation régulièrement. Il faut avoir ça à chaque repas. La prochaine chose, c'est avoir des fibres à chaque repas. Les fibres, en fait, sont des nutriments contenus dans les végétaux qui sont indispensables pour l'équilibre alimentaire. Non seulement les fibres permettent de stabiliser la glycémie, ce qui va permettre de réduire la sécrétion d'insuline postprandiale, c'est-à-dire après le repas, et de favoriser la perte de poids. Les fibres, on en a essentiellement dans les légumes, donc il faut s'assurer d'avoir des légumes ou des fruits à chaque repas. Comme légumes sur l'image, la tomate, concombre, poivron, courgette, légumes feuillus, comme le frelon, le zone, tout ce que nous connaissons là, les fruits. Et également à consommer régulièrement des haricots, haricots noirs, haricots rouges, haricots blancs, très bons aliments, très riches en fibres, très riches en sucre, en glucides de bonne qualité qui vont favoriser la perte de poids. Huitième chose, pour favoriser la perte de la graisse abdominale, c'est d'avoir un sommeil de bonne qualité. Il a été démontré qu'un sommeil de bonne qualité, 7 à 8 heures par nuit, est indispensable pour la perte de poids. Ce qui se passe, c'est que pendant le sommeil, l'organisme va synthétiser l'hormone de la satiété qu'on appelle leptine. Et la leptine, c'est une hormone qui permet de réguler l'appétit dans la journée. Donc, lorsque le sommeil est insuffisant ou de mauvaise qualité, cette hormone ne va pas bien fonctionner et on aura tendance à manger plus qu'il n'en faut. Donc il faut avoir de bonnes habitudes de sommeil, dormir 7 à 8 heures par nuit. Prochaine chose, c'est une activité physique modérée et régulière. L'activité physique permet d'augmenter la dépense énergétique de l'organisme sur une journée. Et la fréquence de l'activité physique est plus importante que l'intensité. C'est pour ça qu'on recommande les activités qu'on peut inclure dans sa routine quotidienne, comme la marche à pied, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, la danse. Ça, c'est des petites choses qui peuvent permettre d'augmenter sa dépense énergétique globale tout au long de la journée. Donc c'est mieux d'avoir une activité physique régulière qu'une activité physique intense et passagère. Généralement, on recommande 150 minutes d'activité physique par semaine, soit 3 fois 50 minutes ou alors 30 minutes par jour pendant 5 jours. Donc ça dépend de chacun et de chacun d'adapter ça selon son emploi de temps, sa disponibilité et autres.